Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la création des zones humides dans l'espace public. Alors volontairement, nous allons dans un premier temps laisser ce fond d'écran afin de pouvoir accueillir l'ensemble de nos participants pendant la phase introductive. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir mon visage. Voilà, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en tant qu'animatrice et paysagiste conseillère du CE 95. Avant tout, une petite règle, éteignez bien votre micro ainsi que votre webcam pour faciliter ce webinaire et le rendre agréable pour tous. Donc, pour cette session passionnante, nous allons explorer les nombreux avantages et inconvénients et enjeux cruciaux liés à l'installation des zones humides dans l'espace public. Ce webinaire est organisé par le CAE 95, qui est donc une association issue de la loi sur l'architecture de 1977, qui est investie d'une mission de service public, lieu de rencontre, échange et de diffusion culturelle, ainsi qu'un outil d'aide à la décision, dans l'objectif de promouvoir la qualité architecturale, urbanistique, paysagère et environnementale. Donc, en conseillant les collectivités territoriales et gratuitement les particuliers, en formant, sensibilisant les acteurs du cadre de vie, le jeune public, et en donnant des informations à nos partenaires. Donc, je suis certaine que certains d'entre vous se demandent pourquoi les zones humides dans l'espace public sont si importants, ainsi que les différentes possibilités de mise en œuvre. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette session. En effet, le constat est sans appel. On estime qu'en 50 ans, l'étendue des zones humides a diminué de 35% dans le monde, à un rythme 3 fois plus élevé que la déforestation. Les zones humides ne sont pas simplement des éléments esthétiques, mais elles sont de véritables joyaux écologiques qui apportent une multitude de bénéfices à notre environnement et pour les habitants. Elles contribuent significativement à la gestion durable de l'eau en milieu urbain et ruraux et agissent comme des réservoirs naturels, aidant à prévenir les inondations en absorbant l'excès d'eau lors des fortes pluies comme aujourd'hui. De ce fait, elles deviennent des alliés indispensables dans notre lutte contre le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes. Au-delà de ces aspects écologiques, la création des zones humides en ville et villages offre également des avantages sociaux et esthétiques. Elle crée des espaces de détente pour les citoyens, favorise le bien-être mental en fournissant des environnements apaisants et contribue à la création de quartiers plus attractifs et conviviaux. Vous apprendrez également lors de ce webinaire que du point de vue réglementaire, les mares ne sont pas des zones humides. Nous en profiterons pour vous partager des références complémentaires, comme par exemple le CAUE qui a eu l'occasion il y a quelques années de travailler avec la Société nationale de protection de la nature et éditer à cette occasion une petite plaquette sur les mares intitulée « À vos mares ». Au cours de ce webinaire, nous aurons le privilège d'entendre des experts qui partageront leurs connaissances sur la planification et la gestion des zones humides dans l'espace public. Nous explorerons également des exemples concrets à travers le Val d'Oise et l'Île-de-France, mettant en lumière des leviers, des réalisations d'acteurs et multi-acteurs engagés dans cette démarche, des leviers et un panel d'acteurs impliqués dans les sujets des zones humides telles que l'Agence de l'eau, qui est un établissement public de l'État. Elle assure une mission d'intérêt général visant à gérer et à préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques. Donc, parmi ces missions, c'est l'aide aux collectivités, industriels, agriculteurs, associations de pêche, protection de la nature, dans le financement, l'accompagnement et la valorisation de leurs projets et initiatives. Donc, tout cela sera décrit plus à la fin de ce webinaire. Donc, restez bien avec nous pour les exemples. Ensemble, nous allons comprendre comment les zones humides ne sont pas seulement des points d'eau, mais des catalyseurs de changement positif pour nos environnements urbains et ruraux. Alors, je vous invite à nous suivre dans ce monde captivant des zones humides dans l'espace public et à découvrir comment nous pouvons tous contribuer à créer un environnement plus durable, aimable et résilient. Alors, avec nous aujourd'hui, nous aurons Monsieur
Pierre Keisteker, dans les ordres d'intervention. Bonjour. Vous êtes coordinateur national du Centre de ressources milieux humides de l'OFB, qui est le Centre français pour la biodiversité. Nous aurons également parmi nous Monsieur Gabriel Gonin, bonjour, chargé de mission biodiversité à la direction de l'environnement, du développement durable et de l'agriculture au département du Val d'Oise. Et Monsieur Olivier Bousquet, bonjour, chargé de mission milieu aquatique au SIAR, syndicat intégré d'aménagement, d'assainissement et rivières de la région d'Enghien-les-Bains. Nous allons maintenant pouvoir commencer notre webinaire. Sachez que si vous avez des questions, cela se passe dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Je fais un petit test pour tout le monde. Je vais marquer ici. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat en précisant et en indiquant le nom de l'intervenant à qui vous souhaitez poser la question. Donc à Pierre, à Gabriel ou Laetitia, ou Olivier, suivi de votre question. Les réponses seront apportées à la fin du webinaire. Bon webinaire à tous. Nous allons maintenant passer à Monsieur Pierre Keisteker qui finalement, j'ai vu, a pu nous rejoindre pour enchaîner sur la première partie. Merci. C'est à vous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parfait. Et normalement, j'ai mis ma présentation. Du coup, je vous propose de faire une petite introduction sur les milieux humides, suivie d'une partie un peu plus sur la partie dédiée à l'intérêt des zones humides, et puis on finira par tout ce qui est démarche d'accompagnement, de financement et d'actions et de solutions fondées en fin de compte sur les zones humides dans le cadre de l'aménagement des territoires. Donc Je me présente. ça sera ta deuxième intervention, Pierre, excuse-moi de te couper. Ce sera bien divisé en deux, hein. Le point levier réglementaire sera après l'intervention d'Olivier. Tout à fait. Voilà. Donc je me présente, je suis Pierre Keisteker, je suis chargé de mission zone humide et marée à l'OFB, et donc je m'occupe du centre de ressources sur les milieux humides, on reviendra dessus. Au niveau donc des milieux humides, il existe différentes définitions qui gravitent tout autour du terme milieu humide. Vous retrouvez différentes définitions qu'on a, comme la définition zone humide au titre de la Convention de Ramsar, zone humide loi sur l'eau, on reviendra là-dessus, et arrêté de délimitation. Et également des définitions comme la définition de marée, où dans les milieux humides, on retrouve aussi tous les autres milieux type cours d'eau, plans d'eau, lagunes qui sont identifiés. Alors, toute cette sémantique, elle est importante parce que tout simplement, déjà, quand on nomme mal les choses, on a du mal à se parler et on a du mal à partager les choses, on va dire, et à construire des projets en commun. Et donc, ces différentes définitions sont issues, entre autres, du dictionnaire de description des milieux humides qui organise la donnée sur les zones humides à l'échelle nationale. Alors, derrière le terme milieu humide, on y retrouve beaucoup de milieux très très différents, hein. Comme je vous disais, on y retrouve les cours d'eau, on y retrouve les lagunes méditerranéennes, on y retrouve des plans d'eau, des landes humides, des mares, mais également des forêts humides, des tourbières, j'en passe et des meilleurs. C'est une grande diversité de milieux derrière le terme milieu humide. On est plutôt sur une définition, on va dire, internationale quand on utilise le terme milieu humide derrière. Alors, pourquoi préserver donc ces milieux humides? Pour différentes raisons. Déjà, intrinsèquement, les zones humides ont des fonctions.
Ces fonctions, ça veut dire que, grosso modo, que l'homme soit là ou pas là, la zone humide, elle va faire un certain nombre de choses. Donc c'est tout ce qui est processus physique, chimique et biologique qui se passe dans une zone humide. Et donc ces différentes fonctions, on en a 3 grandes. La première, c'est la fonction hydrologique. C'est le rôle d'éponge, hein, des zones humides, qui servent aussi bien au ralentissement des ruissellements, à la recharge de nappes, à la rétention des sédiments, mais également à l'atténuation des pics de crue ou au soutien des débits d'étiage. La deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction biogéochimique. C'est le rôle de rein, en fin de compte, hein. On dit souvent que les zones humides sont les reins de la planète. C'est le fait de pouvoir dénitrifier l'azote, assimiler, que l'azote soit aussi assimilable par la végétation. C'est tout ce qui est aussi absorption, précipitation du phosphore ou des orthophosphates qui sont assimilés par la végétation. On retrouve derrière donc tout ce qui est séquestration carbone et puis de manière donc moins importante et surtout pas obligatoirement très bon pour les zones humides, c'est ces fonctions aussi de pouvoir séquestrer un certain nombre de métaux lourds et de produits phytopharmaceutiques. La dernière fonction que peut avoir une zone humide, c'est une fonction d'accomplissement du cycle biologique d'une espèce. Bah, tout simplement, ces milieux sont le support d'habitats et ces habitats sont connectés les uns aux autres. Et donc, ça permet entre autres de maintenir un état de conservation d'un certain nombre d'espèces de manière favorable. Alors, juste pour redonner quelques chiffres en termes de biodiversité présente sur les zones humides, on considère que 30% des plantes remarquables végétales et menacées sont présentes sur les zones humides. 50% des oiseaux ont besoin des zones humides pour passer au moins une étape de leur cycle de vie dans ces milieux-là. 66% des poissons utilisent aussi ces milieux-là. Et puis 100% la plupart des amphibiens l'utilisent également, donc grenouilles, tritons, j'en passe et des meilleurs. Alors, quand on prend ces fonctions et on les transforme en ce qu'on appelle service rendu à la société, c'est-à-dire en gros, bah, à quoi ça nous sert à nous, hommes, les hommes avec un grand H. Bah, quand on parle de, par exemple, de de tout ce qui est diminution des pics de crue, par exemple, et ben, on peut le transformer en service rendu qu'on appelle gestion des risques du risque inondation. Voilà. Donc on retrouve là le soutien d'étiage, une ressource pour l'agriculture, le fait que c'est aussi un réservoir de biodiversité comme je vous le présentais précédemment. C'est aussi des espaces de bien-être pour les populations et des lieux entre autres d'activités de tourisme et de loisirs. Et puis sans oublier tout ce qui est aussi alimentation en eau potable. Un petit chiffre, si on voulait remplacer en fin de compte, tous les, services rendus par, les zones humides, à l'heure actuelle par des, solutions grises, c'est-à-dire construction, stations d'épuration, barrages écrêteurs de crues et autres, ça nous coûterait 5 fois, plus cher que de préserver ces hectares de zones humides. Alors, quand on parle d'hectares de zones humides, bah, grosso modo, entre 1960 et 1970, on en a perdu plus de la moitié, principalement par tout ce qui est développement de l'urbanisme et des infrastructures de transport, intensification de l'agriculture, et puis là, de plus en plus, nous, c'est l'arrivée d'espèces exotiques envahissantes. Les derniers chiffres de l'évaluation des sites humides emblématiques 2010-2020 mettent en avant que seulement 14% de ces sites, donc plus de 200 sites en France, n'ont pas d'espèces exotiques envahissantes de présent. Voilà, pour vous donner une idée, mais d'autres actions peuvent impacter les zones humides, comme tout ce qui est entre autres bah, des prises agricoles, et c'est aussi un des fléaux sur le sujet des zones humides. Mais il y a aussi tout ce qui est aménagement de cours d'eau, extraction de granulats ou aménagement de portuaires, par exemple. Voilà rapidement pour le début de la présentation sur ces parties plus, on va dire, de l'intérêt de ces milieux. Je passe également à la définition et le cadre d'application juridique.
Donc, assez simplement, je vous ai parlé là des milieux humides en général et de leur intérêt. Mais en France, les définitions, on a différentes définitions, donc je reviens dessus. La première, c'est la définition de Ramsar, qui est une définition internationale, dont les sites Ramsar sont reconnus par la loi sur la reconquête de la biodiversité en 2016, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a 54 sites en France qui ont été désignés comme sites Ramsar, donc sites d'importance internationale. Et vous voyez que la définition est très très large. Dedans, on a tout ce qui est étendu de marais, de fanes, de tourbières. On va jusque dans le milieu, dans les eaux marines, jusqu'à plus de 6 mètres de profondeur. Et dedans, on y retrouve aussi bien des milieux artificiels que des milieux naturels. On va être clair, cette définition, elle n'est pas utilisée par les acteurs français, on va dire, en termes d'application de la réglementation, mais elle est utilisée surtout pour la désignation de sites Ramsar, qui sont des sites qui sont normalement reconnus pour aussi une gestion ou un effort de gestion de ces zones humides. Alors la définition nationale, c'est celle-ci, donc c'est celle qui est au L211-1 du Code de l'environnement. Donc on entend par zone humide les terrains exploités ou non habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée et saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation quand il y existe est dominée par des plantes hygrophiles au moins une partie de l'année. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il y a un décret qui est le R211-108 qui donne pas mal d'informations sur l'application en fin de compte de la réglementation sur les zones humides et un arrêté du 24 juin 2008 modifié qui précise également un certain nombre d'éléments pour la métropole et la Corse. Pour faire simple, 3 critères alternatifs sont utilisés pour dire si vous êtes ou vous n'êtes pas en zone humide. La morphologie du sol, le taux de recouvrement d'une flore hygrophile, et puis la présence de communautés d'espèces végétales, donc habitat ou, taxon, on va dire, phytosociologique, permet de caractériser une zone humide. Un petit cas particulier pour certains sols, entre autres, où le fer ne peut pas être, qui est l'indicateur, on va dire, de présence d'engorgement dans le sol, n'est pas présent ou ne réagit pas, on va dire, à la différence d'oxygénation et de période d'engorgement. Dans ce cas-là, c'est pour certains sols particuliers, c'est le toit de nappe qui fera foi. Voilà. Un point important dans le décret donc le R211-108, c'est que ça précise un certain nombre de choses. Déjà, pour être en zone humide, il faut avoir, on va dire, une alimentation en eau d'origine naturelle. Ce qui veut dire que tout ce qui vient de stations d'épuration, d'eau pluviale et autres, ne sont pas des eaux d'origine naturelle. Et donc, entre autres, ce qui est mis en avant par la suite, c'est que l'arrêté de délimitation des zones humides ne s'applique pas ni aux lits mineurs des cours d'eau, ni aux plans d'eau, ni aux canaux, ni également pas pour les infrastructures créées en vue de traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. Donc tout ce qui est bassin, écrêteur de crues et autres ne sont pas des zones humides au sens réglementaire du terme, ce qui veut dire que ça ne peut pas être une mesure de compensation. Ça peut être des mesures de réduction, mais pas de compensation de la destruction de zones humides en France. Alors, je vous ai mis d'autres exemples, hein, les zones de rejet végétalisées, les dispositifs d'infiltration, les zones tampons, les techniques alternatives de végétalisées ne sont pas des zones humides au sens réglementaire du terme. Alors, j'ai fait un petit extrait du logiciel national de recensement des dossiers d'autorisation sur la nomenclature 3310, qui est sur tout ce qui est assèchement, mise en eau, imperméabilisation et remblai de zones humides. Par exemple, là, l'extraction de 2021 met en avant un certain nombre de projets, en fin de compte, pas mal de projets qui sont des projets qui déclenchent une deuxième nomenclature qui est celle sur les rejets d'eau pluviale. C'est-à-dire que beaucoup de zones humides sont détruites en partie
par l'installation de systèmes de bassins écrêteurs de crues et de bassins d'eau pluviale, au lieu d'être en fin de compte une solution en aval de ces installations pour permettre, on va dire, la dépollution des eaux. Voilà rapidement ce que je voulais dire sur cette diapo-là. Alors, un autre élément, c'est pour vous, est-ce que les zones humides, c'est la même chose qu'un marais? Alors, au sens réglementaire, la réponse est non. Dans le sens où, dans la nomenclature loi sur l'eau, la 3310, donc assèchement, mise en eau, remblai et imperméabilisé et imperméabilisation de zones humides ou marais, c'est ce qui est marqué dans la nomenclature. Et là-dessus, la jurisprudence administrative et judiciaire est très très claire là-dessus. Quand on est dans des secteurs de marais, on n'a pas à appliquer les critères de l'arrêté de délimitation des zones humides. Seul le fait d'avoir la dénomination, que la parcelle soit en marais, donc ou qu'il y ait une structure de gestion du marais, suffit à justifier le fait qu'on est on est bien dans un marais, pas dans une zone humide. Un point important, en général, un marais est géré, ce qui veut dire que derrière, vous avez des ouvrages de régulation des niveaux d'eau, ce qui n'est pas le cas d'une zone humide en général. Voilà, inversement. Deuxième point, la question des mares. Un point important dans l'arrêté de délimitation des zones humides, il n'y a pas de plantes aquatiques dans l'arrêté de délimitation des zones humides. Donc tous les herbiers, en fin de compte, ne sont pas des espèces de zones humides. Deuxième chose, dans une mare, vous avez une partie qui est plan d'eau, on va dire, dans le sens où vous avez un miroir d'eau de présent au cœur de la mare. Et donc, pour la plupart, elles sont considérées comme des plans d'eau au sens de l'arrêté de prescription générale du 9 juin 2021. Alors, un point important, bien sûr, il peut y avoir des temps d'assec et des périodes où cette mare va être en eau. Et donc, à un moment T, en fin de compte, dans la réglementation, on ne peut être qu'une chose, ou on est un plan d'eau ou on est une zone humide. Mais une même surface ne peut pas être les deux en même temps. Donc, ça veut dire une mare, ben, en général, on va la considérer comme ou plan d'eau ou zone humide en fonction du moment et de la présence d'eau ou pas de présent dessus. Voilà. Les contours de la mare peuvent être considérés en général comme zone humide, mais pas la partie miroir d'eau. Voilà. Deuxième point, la création de mares est également soumise au règlement sanitaire départemental qui demande entre autres qu'il n'y ait pas de mare donc autour des points d'eau, donc à peu près 35 mètres, il faut 35 mètres d'écart, on va dire, entre une mare et un point d'eau, et 50 mètres par rapport à des habitations. Voilà. Et grosso modo, pour toute création d'une mare de 10 à 100 mètres carrés, normalement, c'est soumis à déclaration préalable de travaux auprès de la mairie. Alors, les zones humides au sens réglementaire peuvent donc déclencher différentes, on va dire, procédures environnementales. Donc, c'est ce qu'on a souvent dans l'autorisation unique. Ça va déclencher entre autres tout ce qui est lié à la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, à la loi sur les espèces protégées, au défrichement également par rapport au code de l'urbanisme. Un point important en termes de connaissances, quand on vous parlera de prélocalisation, comme la carte nationale des milieux humides ou des zones humides qui a été fait en 2023 par le consortium autour de Patrinat, avec l'INRAE, avec la Tour du Valat, avec l'Université de Rennes. C'est bien un modèle, donc c'est issu de modélisation, donc il n'y a pas obligatoirement de terrain sur chaque parcelle, on va dire, qui est recensée. C'est un modèle donc d'intelligence artificielle. Quand vous êtes dans un inventaire, normalement, chaque parcelle a été prospectée. Donc là, je vous ai mis les résultats de 2021 sur les territoires qui avaient une couverture d'inventaire
existantes. Ça ne veut pas dire que l'inventaire est bien ou mal fait, ça veut dire qu'il y a un inventaire de présent. Alors, pour finir sur les entrées réglementaires, il y a des actions des pratiques qui ne sont pas soumises à la loi sur l'eau, comme la plantation de peupliers. Ce qui va être soumis à la loi sur l'eau, c'est ce qui est les travaux connexes, c'est-à-dire le fait de mettre en place des fossés pour abaisser le niveau de la nappe, pour pouvoir planter des peupliers, qui lui est soumis à la réglementation, pas le fait de planter un peuplier. Deuxième chose, tout ce qui est l'installation de rigoles. En général, c'est du 30 par 30. On peut aller jusqu'à 50 par 50, c'est le grand max hein, pour la création de rigoles sur voilà. C'est pareil, c'est de la culture, c'est une pratique culturelle. C'est pas soumis à la loi sur l'eau. Et puis le dernier, c'est tout ce qui est les labours en ado et en planche, qui ne sont pas non plus soumis à la loi sur l'eau. Dernier point, là je vous ai mis pour info le fait qu'il y a pas mal d'inventaires qui sont faits dans les SAGE, et en général un inventaire c'est du porté à connaissance, mais dans certains SAGE, ces cartographies peuvent revêtir un caractère réglementaire si des règles du règlement sont associées à cette cartographie. Là je vous ai mis en bleu assuré ou bleu classique, tous les sages qui ont une règle attachée aux zones humides en France. Ça, c'était en 2021. Voilà, voilà rapidement déjà cette première partie sur la partie dédiée à la réglementation et aux définitions. Merci Pierre pour cette intervention. J'invite à présent Monsieur Gabriel Gonin à faire sa première intervention sur la partie plus départementale via des exemples. Merci. Merci, bonjour à tous. Moi je suis Gabriel Gonin, comme Marine vous l'a dit, je suis chargé de mission biodiversité au département. Donc mon rôle c'est d'avoir un appui à l'équipe des espaces naturels sur les volets scientifiques, techniques et pédagogiques, et de travailler en transversalité pour une meilleure intégration des questions de biodiversité avec les autres directions du département. Et également le pilotage de projets départementaux, comme par exemple l'appel à projet pollinisateur sauvage pour ceux qui le connaissent. Je vais juste enlever ma caméra pour avoir plus de bande passante. Et juste Marine, si tu peux me dire si vous verrez bien le partage. Pas de souci, je te fais un retour. Tac. Hop. Est-ce que vous voyez le diapo? Oui. Parfait. Donc, on va avoir quelques petites définitions vis-à-vis des zones humides, un état des lieux à l'échelle départementale du Val d'Oise, les actions du département en faveur de la renaturation et de la restauration des zones humides, et quelques petits exemples concrets de ce qui est fait au sein du département. Donc, hop. Donc là, nous avons la carte d'alerte éditée par la DRIEAT des zones humides présentes dans le Val d'Oise. On ne voit pas très bien les limites départementales, mais si vous suivez mon curseur, elles sont par là. Et donc, on va voir tout ce qui est en rouge, c'est des zones humides avérées. En orange foncé, des zones humides dont la vérification est à apporter. En orange très clair, donc souvent c'est ce qui entoure, en orange foncé, là on voit, c'est des espaces où il y a de faibles potentialités de zones humides. Et après en blanc, a priori, c'est pas humide. À savoir que, à part quelques points qui sont vérifiés, c'est quand même beaucoup de cartographie. Donc quand on veut savoir si on est dans un secteur en zone humide, on a deux critères pour caractériser. Deux critères complémentaires ou indépendants. Donc, la morphologie des sols, donc avec une petite règle qui nous montre si on est ou pas en zone humide en fonction des résultats de sondage pédologique. Alors pour savoir si on y est, c'est très simple. C'est de regarder l'état du fer qui est naturellement contenu dans la terre. Donc si on est en présence d'humidité, on va avoir le fer qui va s'oxyder. Donc des traits d'oxydation, donc le fer va devenir Fe2+, donc rouge, ou en absence d'oxygène, donc dans des sols vraiment très gorgés d'eau pendant une grande partie de l'année,
Donc là, c'est sur cette photo de gauche, c'est pas les petites taches de traits d'oxydation, c'est on va dire la matrice générale un peu glaiseuse et surtout vert bleuâtre qui correspond à l'état réduit du fer Fe3+. Donc après, en fonction des profondeurs d'apparition de ces traits, on va savoir si on est en zone humide. Donc on a un petit schéma règle. On a également aussi la présence d'espèces indicatrices ou de milieux indicatrices de milieux humides. Donc dans l'arrêté national, on a 801 espèces, dont 336 recensées par le CBNBP. Alors c'est pas que l'Île-de-France, c'est aussi le bassin parisien, donc ça descend jusqu'en Bourgogne. Donc ça fait une très longue liste d'espèces et d'habitats. Donc on va également aussi parler de trames écologiques. Donc dans les continuités écologiques, on va avoir des réservoirs de biodiversité. Alors ces réservoirs, ce sont des espaces dans lesquels les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les espaces sont suffisamment grands, les habitats peuvent assurer leur fonctionnement. Le maintien de cette surface importante est vraiment primordial pour le maintien d'une fonctionnalité, à savoir qu'un réservoir, il faut forcément qu'il soit un petit peu étendu pour que les espèces puissent assurer leur fonctionnement. Ce sont généralement des espaces où la biodiversité est très riche, enfin en tout cas plus riche qu'autour. Ensuite, ces réservoirs sont reliés par des corridors écologiques. Donc ces corridors qui assurent la fonctionnalité des réservoirs en maintenant une connexion et qui permettent la dispersion des espèces qui composent les réservoirs et permettent donc un échange, un mélange génétique qui est indispensable à la survie de toutes les espèces. Donc ces corridors peuvent être continus, comme on le voit, ou discontinus, et se présenter sous la forme de réseaux d'espaces relais qui sont suffisamment proches pour conserver une fonctionnalité. Donc là, c'est par exemple la butte de Marine ici et la butte de Rhône, donc avec des continuités écologiques. Donc on a encore une grosse méconnaissance au niveau des zones humides en Île-de-France, puisque actuellement on a identifié, selon les sources, entre 345 et pas loin de 400 km² de zones humides identifiées, sachant qu'en 2010, on était à 230 km². Donc il y a beaucoup plus de zones humides qu'on le pense, notamment avec des projets qui se font. On fait des sondages pédologiques, comme expliqué précédemment, et finalement, il y en a plus qu'on le pense. En ce qui concerne les sources issues du schéma régional de cohérence écologique de 2013, alors eux, ils ont regroupé ensemble les milieux humides et les milieux aquatiques. Normalement, un milieu humide, dans les définitions, c'est complètement différent d'un milieu aquatique. Donc un étang ou une rivière n'est pas un milieu humide, mais un milieu aquatique. Voilà, donc si on précise un petit peu plus dans le Val d'Oise, on a 4112 hectares de milieux humides et aquatiques, dont 569 de milieux aquatiques. Faut savoir qu'on est à 3,3% du département qui est en zone humide aquatique. Et la contribution du département à l'échelle régionale est de 7,5%. On apporte 7,5% des zones humides. Il y a une énorme disparité au niveau des départements, puisque la Seine-et-Marne a pas 4112 hectares, mais plus de 30 000 hectares de zones humides, et les Yvelines, plus de 10 000 hectares. Donc à L2, elles sont à pas loin de 70%, enfin plus de 70% de contribution des zones humides. Alors forcément, c'est des départements qui sont assez vastes et éloignés des centres urbanisés, alors que le 75, le 92, 93, 94 ont vraiment très peu de zones humides, mais en même temps très peu d'espaces naturels aussi. Sur la sous-trame bleue qui est identifiée en Île-de-France, c'est essentiellement les cours d'eau et des grands ensembles de mares. Donc là, on a le 77 ici, le 78 ici. On voit bien que la contribution, elle est
essentiellement ici. Et dans le Val d'Oise, nos zones humides, c'est essentiellement les cours d'eau. Donc l'Oise avec ses affluents, donc la Viosne, le Sausseron, les affluents de la Seine, l'Epte et l'Aubette de Magny, l'Aubette de Melan ici, et le Petit Rhône et le Croûte ici. Alors, on a aussi d'autres zones humides qui ne sont pas du tout en lien avec le réseau hydrographique et les rivières, c'est ces taches, donc qui vont correspondre aux buttes témoins, qui sont en fait des nappes percées. Qui restent présentes parce que c'est uniquement de l'eau issue de la pluie. Alors en ce moment, il y en a pas mal, qui sont retenues par une couche de meulière, d'argile imperméable. Donc sur ces milieux, comme dans beaucoup de milieux, dans beaucoup d'écosystèmes, les pressions anthropiques qui vont s'exercer, ça va être l'étalement urbain qui va grignoter les corridors et les réservoirs, avec notamment le développement d'une agriculture intensive qui va casser les réseaux de haies qui pouvaient exister auparavant, donc qui vont casser ces corridors, et la fragmentation des habitats par les infrastructures de transport. Ça peut être des autoroutes, des voies de chemin de fer. Là, on a un petit schéma sur l'état de conservation des habitats humides, alors d'intérêt communautaire, donc via Natura 2000. Par l'Observatoire national de la biodiversité. Donc nous, on est dans la région biogéographique de l'Atlantique. Alors attention à ce schéma parce que on a l'impression qu'on a quand même 9% de milieux qui sont dans un état de conservation favorable et seulement 39 en défavorable mauvais. Seulement, cette région biogéographique, elle est immense. C'est la moitié de la France. En fait, c'est ici. Donc, dans les 9%, il y a la Mayenne qui est quand même pas mal humide et qui est assez préservée. On peut avoir des parties après un peu plus préservées. En Île-de-France, je ne suis pas sûr qu'on soit à 9%. D'où l'intérêt de nos actions. Dans les menaces qu'on va avoir dans la sous-trame bleue, on va voir nos réservoirs. Donc, hop, nos réservoirs, nos corridors, donc continu, discontinu. Également les cours d'eau. Dans cette sous-trame, les cours d'eau, ils vont servir à la fois de réservoir et de corridor pour certaines espèces. Et il y a énormément de pression sur ces éléments, comme on peut voir, donc avec des éléments fragmentants, donc des villes, par exemple ici Marines, Le Holm, et des infrastructures de transport qui vont couper à la fois les corridors et certains réservoirs. Donc en fait, nos corridors, enfin les trames actuelles et les corridors actuels sont beaucoup plus restreintes que ce qui pourrait être à l'origine. Sachant que là, j'ai mis que les infrastructures de transport, mais tous les champs peuvent être, sont des éléments fragmentants. Par exemple, on étudie dans le cadre des ENS les populations d'amphibiens qui sont sur la butte de Marine. On sait qu'il y a une belle population aussi sur la butte de Rhône, sachant que ce sont des animaux qui volent pas bien, qui marchent pas très vite. Donc on sait qu'on a quand même des grosses ruptures de discontinuité. Donc là, on est sur la vallée de la Viosne, au niveau de Briancourt, avec un ENS du Moulin de Noisement ici et de l'étang de Vallière par ici. Et donc là, on a la voie de chemin de fer qui coupe le marais en deux. Donc elle est d'un côté sur la droite du marais à cet endroit, sur la gauche ici, mais ça veut dire que le marais est complètement coupé. Et il va y avoir un impact notamment après sur les écoulements d'eau souterrains, puisque une voie de chemin de fer, elle est quand même remblayée. Plus le village, plus l'infrastructure, en fait, il y a des déconnexions qui peuvent se faire, ou au moins une atténuation des échanges naturels qui pourraient être faits. Et un tout autre type de pression. Donc là, on est au bois de Morval, qui est une forêt départementale et un ENS départemental ici. Donc on a une source et un petit rue qui traverse le bois. Et en fait, on va avoir ici donc, ce qui est très carré, c'est une plantation de peupliers. Donc l'impact va être moindre qu'un village, mais on va avoir quand même une rupture dans la continuité de boisement alluvial naturel, puisqu'on a un boisement complètement anthropique, avec des rotations de cultures de 30-40 ans, alors qu'on devrait être à plusieurs centaines d'années. Donc pour certaines espèces, c'est quand même une rupture de continuité qui est d'autant plus importante qu'on arrive après sur un village. Donc c'est un petit truc en moins, on va dire.
Autre type de menace qu'on peut rencontrer dans le Val d'Oise, donc là sur la vallée de l'Epte, on est au niveau de Brélu avec cette carte à droite qui représente le champ d'expansion des crues et donc une usine qui est en plein milieu. Donc là, alors on n'a pas tout à fait la même typologie des deux côtés parce que là c'est une carte qui est issue de la Driehaut de l'Île-de-France et là de la Normandie. Mais on voit que cette usine, elle est quand même plus ou moins en zone humide, donc il y a eu des remblais, donc l'écoulement naturel est cassé en fait par cet aménagement. Donc là, c'est un gros aménagement, mais on peut avoir des aménagements beaucoup plus modestes, donc, et qui peuvent être encore en vigueur de nos jours ou envisagés. Alors maintenant, ça se fait plus, mais enfin, j'espère, mais c'est encore c'est quelque chose qu'on peut avoir dans des petits villages. Donc là, on est sur Sagy, c'est avec l'Aubette de Melan. Donc là, le bief en haut et l'ancien lit donc, qui a été rectifié en bas. Et on se rend compte, donc là, ce serait la zone humide qui est liée à l'Aubette, selon les critères topographiques et la végétation. Hop. Et on se rend compte qu'on a des terrains dans les années 80, il y a un complexe sportif qui a été fait, plus ou moins sur remblai. Et donc on a plus de la moitié de la largeur de ces zones humides et du coup probablement de la nappe alluviale qui est perturbée, en fait, qui est impactée par ces constructions. Donc ça date des années 80, mais c'est encore présent. Donc c'était un petit état des lieux pour montrer tout ce qu'on peut avoir comme dérangement encore actuel et sur lesquels on pourrait, alors pas forcément l'usine, mais on pourrait sinon agir, au moins réfléchir à comment tenter de les effacer. Donc le département va agir au niveau des zones humides sur deux leviers, donc le subventionnement et la politique des espaces naturels sensibles. Donc le subventionnement, c'est via le dispositif Val d'Oise Territoire. Donc il y a plusieurs petits volets. Donc par exemple sur l'assainissement des eaux usées, alors ça va avoir un impact indirect sur la restauration des zones humides. Par contre, c'est un impact qui est quand même intéressant de la réhabilitation et la mise aux normes des stations d'épuration, puisqu'il y a un impact direct sur la qualité des milieux aquatiques. Et cette pollution fait partie des causes identifiées au déclin de la biodiversité. Donc la réhabilitation de stations d'épuration et de réseaux d'eau usée est subventionnée jusqu'à 40% des montants éligibles dans une limite par le département dans ce qui est dans le pour les milieux aquatiques, on est sur des travaux. En fait, il y a un subventionnement sur les travaux qui contribuent à la qualité écologique des milieux aquatiques. Donc que ce soit les cours d'eau, les berges, les plans d'eau ou les zones humides, par exemple. Et donc là, ça va être des subventionnements pour les études préliminaires aux travaux et des travaux. Donc c'est un subventionnement que jusqu'à 25% des montants éligibles, mais jusqu'à 1 500 000 € pour des travaux, ce qui est énorme pour des travaux d'écologie. Je vais passer très rapidement sur les inondations. Il y a des subventionnements quant à la désimperméabilisation des sols, la plantation de haies, les bandes enherbées, la création de noues, en fait, tous travaux qui va favoriser la diminution des volumes d'eau pluviale ruisselée. Donc en fait, tous ces travaux vont participer à la création de petites zones humides. Alors, pas forcément de réservoirs, mais au moins d'espaces relais, voire qui vont servir d'éléments des corridors zones humides. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir des espaces naturels sensibles chez eux, donc là il y a une enveloppe pour justement qui vise à protéger et gérer les ENS locaux.
Donc il y a la délégation du droit de préemption pour l'aide à l'acquisition avec des subventionnements pour jusqu'à 200 000 € hors taxes pour les acquisitions foncières, mais également pour les travaux de restauration, les études pour les plans de gestion, les inventaires. Donc voilà. Ensuite, l'action opérationnelle du département sur les zones humides, ça va être via la politique espace naturel sensible. Donc c'est un dispositif départemental qui vise à préserver les milieux naturels, les espèces qui en font partie, mais également les paysages. C'est un outil qui est composé de deux autres outils. L'outil financier, Lyonnais sont subventionnés à 100% par la taxe d'aménagement, donc à chaque nouvelle construction, et un outil foncier avec la zone de préemption, qui va permettre au département d'être prioritaire lors des ventes dans les ENS. Merci Gabriel. Alors il va te rester 5 minutes pour pouvoir tenir notre temps de webinaire. Ok, ben, je vais aller très très vite. On a 54 ENS et 26 ENS départementaux, donc gérés directement par le département, des locaux qui sont gérés par les communes et les régionaux qui sont gérés par Île-de-France Nature. Donc une petite carte de répartition des ENS qui comportent des zones humides, des ENS départementaux qui comportent des zones humides. Et je vais vous faire un petit exemple concret sur un projet de restauration et de valorisation dans un ENS périurbain à Boissy-Montgeroux, donc en périphérie de Pontoise. Donc sur cette petite zone qui appartient au département. Donc on avait, c'est un projet de restauration d'une ancienne pépinière spécialisée dans les plantes aquatiques. Donc on peut voir sur la photo du milieu et la photo de gauche les anciens bacs, les anciens maçonnés où il y avait les plantes. Et à droite, c'était le côté complètement embroussaillé. Donc il y a eu d'importants travaux donc, de défrichage, puis de destruction et d'évacuation des déchets et des bassins, et ensuite de lutte. Donc sur la photo de droite, on peut voir tout un secteur avec des bâches et des plantations. En fait, c'est de la lutte contre de la renouée du Japon, avec mise en place de bâches et de plantation de saules et d'aulnes pour pour limiter la propagation de cette plante. En plus, il y a eu, c'est un projet, c'est pas uniquement de la restauration écologique, mais aussi de la valorisation et de l'accueil du public, avec la mise en place de platelage qui fait le tour, et de panneaux pédagogiques à différents endroits du platelage, donc par exemple sur la petite plateforme qui est ici. Donc attention à la mise en place de ces aménagements. Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas uniquement un investissement. C'est derrière du fonctionnement. Alors, c'est quand même un gros investissement, puisque par exemple, le projet à Boissy, c'est 158 000 € hors taxe. Alors, énormément, c'est 110 000 € uniquement pour le platelage et beaucoup pour la démolition et l'évacuation. C'est l'évacuation des déchets qui représente beaucoup. Et en plus, derrière, il faut le suivi. Par exemple, là, on peut voir un chantier nature avec des élèves de terminale en bac professionnel horticulture qui arrachent les rejets d'aulnes. C'est pareil pour les espèces exotiques envahissantes. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la renouée. Donc il y a un suivi sur les stations, et il y a une autre station d'espèces exotiques envahissantes sur le site avec un suivi annuel. Alors pour l'instant ça marche bien la lutte, mais il faut quand même avoir ça à l'esprit. Et également, comme pour tout aménagement, il y a le suivi de l'état de l'aménagement à prendre en compte. Par contre, ça reste un support pédagogique extrêmement intéressant, qui a un grand succès auprès du public, à la fois lors d'animations, lors de chantiers nature, comme sur la photo, mais également au quotidien. Quasi quotidiennement, il y a des habitants de la commune qui l'empruntent lors de leur balade, qui s'arrêtent lire les panneaux et qui prennent le temps de regarder ce qui s'y passe. Donc voilà un petit avant-après. Donc là, on avait donc les centres techniques en bas et la pépinière avec les bassins.
Et donc maintenant, alors là, c'était pendant la phase travaux, la pose du platelage, mais quelque chose de beaucoup plus naturel. Et est-ce que j'ai le temps de faire un autre exemple ou c'est fini? Alors, ça va être un peu court pour l'autre exemple, mais en tout cas, je te remercie pour ta présentation qui a été très claire et j'ai particulièrement apprécié les exemples que tu as pu donner qui ont été concrets aussi de terrain, nous montrant comment mobiliser aussi les personnes localement sur le terrain. Donc, je te remercie pour cette présentation. Nous allons ensuite donner la parole à Olivier Bousquet du SIAR pour nous présenter une démarche mise en place par le SIAR. Olivier, c'est à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui, on t'entend bien. Ok, super. Alors, je vais lancer. Pareil, je vais également couper en fait ma caméra pour pas avoir de problème de bande. Est-ce que la présentation apparaît bien? Oui, tout apparaît. Oui. Ok, super. Bon, bah déjà, bonjour à tous. Effectivement, donc je suis Olivier Bousquet. Je suis chargé de mission milieu aquatique, donc au sein du SIAR. Et l'idée là, c'est de vous parler d'un projet, effectivement, d'un projet concret qu'on est en train de mener. Ce n'est pas un retour d'expérience, hein, c'est vraiment un projet qui est en train d'être développé. Et avant de le présenter, c'est de vous parler un petit peu de la stratégie, globale, je dirais, zone humide qu'on peut mettre en place au niveau du syndicat. Donc voilà, je vous propose 3 parties. Une première partie vraiment sur le cycle de projet zone humide tel qu'on l'entend, c'est-à-dire voilà, la stratégie qu'on met en place au SIAR par rapport à ça. Ensuite, en deuxième partie, l'exemple concret dont on va parler. Donc la création d'une zone humide à caractère pédagogique en milieu urbain. Et pour finir, quelques actions envisageables au niveau communal pour protéger les zones humides. Puisqu'on est en lien très, très souvent effectivement avec des communes par rapport à ça. Alors déjà, très rapidement, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc le SIAR, c'est effectivement le syndicat intégré assainissement et rivières de la région d'Anguin-les-Bains. Comme vous le voyez sur la carte en haut à droite, donc on est dans le sud, sur le sud du Val d'Oise, sur 26 communes. On est un syndicat mixte. Ça fait environ 120 km² pour plus de 350 000 habitants. On a 5 bassins versants principaux que vous pouvez voir les différentes couleurs sur la carte à gauche. Et surtout au niveau des compétences, donc on a à la fois des compétences d'assainissement, essentiellement au niveau du transport, et la compétence GEMAPI, effectivement que le service environnement dont je fais partie porte. Également des compétences de sensibilisation en fait, qui sont inscrites au syndicat. Ce qui nous intéresse ici, finalement, dans la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention inondation. Donc, c'est bien les deux pieds, hein, je dirais, à la fois milieu aquatique et prévention contre les inondations. C'est finalement l'item 8 de l'article L211-7 du Code de l'environnement, c'est-à-dire vraiment la protection et restauration des milieux aquatiques. C'est dans ce cadre-là que finalement nos actions sur les zones humides s'inscrivent. Alors, ce petit schéma-là, c'était pour vous montrer un petit peu justement la gestion, le cycle de projet finalement, tel qu'on peut l'entendre au SIAR par rapport aux zones humides. Alors, c'est assez classique hein, au niveau de cycle de projet. Donc, l'idée, c'est de commencer par un diagnostic, une acquisition de connaissances, un diagnostic initial finalement qui passe par un inventaire des zones humides. Comme Pierre l'a présenté juste avant, effectivement, on a différents niveaux par rapport à ça. On a d'abord un travail, on va dire, cartographique, de modélisation, vraiment sur la partie pré-localisation, qui va nous permettre de déterminer des potentialités de présence et savoir donc où aller faire réellement les inventaires de terrain qui vont nous permettre, eux, d'identifier clairement et de caractériser les zones humides. À partir de là, donc, dans un deuxième temps, l'idée, c'est de pouvoir poser justement un plan global de gestion, donc développer une stratégie de gestion de ces zones humides avec une priorisation d'actions et puis des indicateurs pour suivre tout ça. Une fois que c'est posé, on a 2 voire même 3 solutions, c'est-à-dire effectivement des besoins de restauration ou pas, donc dans ce cas-là peut-être d'entretien, voire même ne rien faire du tout. C'est-à-dire parfois on peut aussi identifier des zones où finalement il est urgent de ne rien faire, comme on dit. Et tout au long finalement de ce projet, c'est l'idée grâce aux indicateurs, de suivre un petit peu l'évolution
également des évaluations justement qui nous permettent ensuite de réinterroger le diagnostic initial et le plan de gestion. Aujourd'hui, donc justement par rapport à cet inventaire, on a tout l'est du territoire, donc le bassin versant du rue d'Anguin et le bassin versant du rue des Haras, qui ont déjà été couverts par un inventaire, parce que la particularité, c'est que c'est 2 sous-bassins versants de la Seine en direct, et surtout qu'il y a le Sage Oult Anguin-Vieille-Mer en fait qui est présent sur ce secteur et qui a organisé jusqu'à 2021 un inventaire. Par contre, l'ouest de notre territoire, donc les 3 sous-bassins versants de l'Oise, n'a pas été couvert étant donné qu'il est hors Sage. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train d'effectuer cet inventaire. Si je résume un petit peu finalement notre stratégie et ce qui est en cours exactement, c'est-à-dire une partie vraiment d'acquisition de connaissances, d'identification de ces zones humides. Une chose que je peux rajouter également, c'est la mise en place d'une stratégie foncière. Une des difficultés d'action sur les zones humides, ça peut être tout simplement la maîtrise du foncier. Donc, on a mis en place effectivement une stratégie foncière qui est plus large, hein, qui n'est pas uniquement sur la thématique zone humide, mais en tout cas qui s'applique à elle également, pour voir un peu, et puis quitte à se positionner effectivement pour acquérir des parcelles. Également, on a déjà un certain nombre de projets. Alors ça, c'est voilà, c'est quelques-uns que j'ai cités ici, mais l'idée, ça va être surtout d'ouvrir un petit peu sur la partie suivante pour vous présenter un en particulier. Et également, en parallèle, justement, étant donné qu'on n'a pas fini l'inventaire, c'est la mise en place de ce plan global de gestion dont je parlais, ce qui sera la prochaine étape et qui nous permettra ensuite de nous lancer vers de nouveaux projets. Maintenant, parlons plus précisément, effectivement, du projet de création de zones humides pédagogiques. Alors, comme vous l'avez peut-être vu juste avant, finalement, dans ce que je vous ai proposé, dans ce qu'on fait en ce moment, finalement, ça sort un peu du cadre, puisque au départ, je parlais d'un cycle où on fait un inventaire, ensuite on met un plan de gestion en place et ensuite on lance des projets. Là, la particularité, c'est que sur un bassin versant le plus grand, en fait, le plus principal, le plus urbanisé, suite aux inondations 2016-2018, il y a déjà eu un grand diagnostic global qui a été fait sur le bassin versant. Et suite à ça, en fait, un programme pluriannuel de restauration a été posé avec un certain nombre d'actions. Voilà, on travaille à l'heure actuelle sur les 10 prioritaires. Et dedans, il y a 3 actions spécifiques qui ont été proposées sur des zones humides. Ce n'est pas forcément ce que je vais vous présenter aujourd'hui parce que on n'est pas trop dans des zones humides urbaines. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter plutôt une autre des 33 actions, mais qui n'était pas considérée comme prioritaire, mais sur lesquelles nous nous sommes quand même lancés. À gauche, vous aviez le projet initial, ce qui était proposé en fait justement dans la programmation pluriannuelle. C'est-à-dire finalement, on est sur un endroit, donc effectivement peut-être si je reviens un tout petit peu, si je peux revenir. Non, c'est un peu compliqué, bon c'est pas grave. On est donc en plein cœur urbain donc, de notre zone, donc sur la commune d'Aubonne, et à côté du stade, voilà, Paul-Nicolas d'Aubonne, il y a une zone en fait qui avait été proposée justement d'aménager, un aménagement déjà, une dépression qui existe déjà, mais en tout cas de l'aménager pour la connecter aux rues que vous voyez passer donc à gauche, sommairement, hein, qui va du nord au sud, et donc reconnecter cela, aller travailler justement en terrassement, création de vasques, etc., en sachant qu'on est quand même en zone de potentialité, initialement de potentialité de présence de zones humides qui était quand même assez important. L'importance pour nous, ça a été, suite à ça, quand même de réinterroger ce projet, avec dans l'idée, effectivement, de voir si aujourd'hui, puisque c'est un projet qu'on a commencé l'année dernière, si aujourd'hui ce projet tel qu'il était, en tout cas cette opération telle qu'elle était proposée, était encore pertinente, et si on pouvait imaginer autre chose. On a considéré qu'il était sans doute plus intéressant sur un site comme celui-ci de penser un projet intégré. C'est-à-dire que ça a déjà un petit peu, je dirais, fuité dans les présentations qu'on a eues précédemment. La zone humide en elle-même, une zone humide n'existe pas uniquement en elle-même, c'est-à-dire qu'elle a besoin aussi d'un bassin d'alimentation, et qu'à partir du moment où finalement ce bassin d'alimentation est perturbé, des perturbations arriveront sur la zone humide. Donc, en posant cela un petit peu comme base, on a voulu justement étendre un petit peu, prendre un petit peu de hauteur dans notre regard et regarder un petit peu, d'accord, potentiellement, on met en place une zone humide, mais qu'est-ce qui arrive dans cette zone humide? De plus, c'est un projet qu'on
qu'on travaille en commun effectivement avec la commune. Et on a la possibilité, on a la chance d'avoir en fait un certain nombre de parcelles communales autour de ce site très urbanisé, comme vous pouvez le voir sur la carte de droite. On a quand même des petits endroits, donc c'est le vert émeraude là que vous voyez, qui sont plutôt des zones boisées qui appartiennent à la commune. Et par contre, coupant les deux, ce groupe scolaire et ce stade. Donc l'intérêt aussi de regarder finalement les berges du Rue, donc toujours sur l'ouest, là, donc dans la partie jaune, qui connectent ces deux berges. Donc finalement, on passe d'un projet initial à un projet aujourd'hui qui est un petit peu plus large et qui prend en compte un peu plus justement la partie alimentation de cette future zone. Des objectifs initiaux qui forcément, par rapport à ce que je viens de dire, évoluent. À la base écologique, donc créer un milieu humide en zone urbanisée, hydraulique, également de période de stockage. Je vous rappelle qu'on est porteur de la compétence GEMAPI, c'est-à-dire à la fois de la partie milieu aquatique, mais également prévention inondation. Donc c'est vrai que quand on porte des projets, on doit toujours en tout cas penser GEMAPI, c'est la compétence que nous portons. Et donc ces nouveaux objectifs aujourd'hui, l'idée donc du développement d'un écotone urbain. Donc un écotone, c'est une zone de transition finalement, et les zones humides sont des écotones parfaits de transition justement entre la terre et l'eau. La renaturation des berges, on a vu l'intérêt pour nous de rajouter également les berges dans le projet, et donc de la ripisylve également du Rue de Montlignon sur le site. Et la mise en place d'une zone d'expansion de crues, la lutte contre les espèces invasives, parce que nous aussi, malheureusement sur site, on a de la renouée du Japon, le développement d'un projet pédagogique pour les établissements scolaires locaux, et une éventuelle ouverture au public afin de donner à voir la nature en ville. Ces deux derniers éléments, ils sont importants pour nous parce qu'ils s'inscrivent justement dans les objectifs de sensibilisation que porte le SIAR. Et donc finalement, on retrouve un petit peu les trois éléments assez classiques, c'est-à-dire les deux éléments composant la GEMAPI, la GEMA et l'API, et puis ce besoin de sensibilisation. Si on regarde un petit peu le site différemment, on se retrouve donc avec un projet sur un site qu'on a découpé en 4 tronçons. Ces 4 tronçons ont été découpés essentiellement en collant finalement au plus près à la réalité urbaine. Donc ce qu'on voit à droite, donc, qui est le nord en fait, sur le plus au nord, l'amont, à droite. Donc l'idée de développer une zone d'expansion de crue. Ensuite, finalement, de voir s'il y a la possibilité de travailler sur des berges qui sont le long du groupe scolaire. Ensuite, sur les berges qui sont connectées directement derrière le stade. Et puis finalement, le plus à l'aval, le 4e tronçon, c'est les zones humides et ces berges connectées, qui est finalement le projet historique, mais qu'on a un petit peu étendu. Ce principe finalement de découper des tronçons par rapport à une réalité urbaine, c'est assez spécifique finalement de cette réalité urbaine. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même avec des zones extrêmement contraintes, comme vous pouvez le voir ici, mais également justement avec des zones très urbaines où c'est intéressant, quand c'est possible, d'aller essayer de développer quelque chose. Donc là, on a une opportunité, on a un site qui s'y prête, on a un petit peu d'espace, au total, on parle de 7000 m², non, oui, c'est ça, pardon, 7000 m². Donc, ce n'est pas énorme, mais en tout cas, par rapport à la réalité urbaine, ça nous permet quand même de développer un petit projet qui peut être ambitieux. Et surtout, ça nous met aussi directement par rapport à ça face à la mixité des usages. C'est quelque chose de très important, en particulier dans des projets urbains, de se dire que oui, nous avons, nous, en tant que porteurs de la compétence GEMAPI et voulant développer ce genre de projet, nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire qu'autour de nous, surtout quand on arrive sur des endroits si contraints, on va devoir s'inscrire dans une réalité urbaine. Il y aura d'autres usages autour de nous. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de trouver des solutions, trouver du consensus, souvent, justement, pour voir ce qu'on peut développer. Maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail de chacun des tronçons, parce que ça va me permettre d'aborder plusieurs thématiques, finalement, que j'ai déjà en partie abordées, mais les approfondir un petit peu. Donc, le premier tronçon, le plus à l'amont, qu'on a appelé tronçon zone d'expansion de crue. J'ai cité quelques petits enjeux comme ça qui sont importants quand même. On a comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, on a de la proximité du bâti. Donc, en direct, on a des enjeux sécuritaires assez forts. C'est-à-dire que c'est un rue, là, que vous voyez, qui n'a pas tant d'eau que ça, mais malgré tout, qui peut être assez réactif. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là, d'où l'intérêt pour nous, ce que vous pouvez voir sur la petite photo à droite, donc de l'autre côté. Donc, elle est prise depuis le rue. On a cet espace-là qui finalement n'est pas utilisé aujourd'hui, et pourquoi pas aller mettre justement en place une zone d'expansion de crue. Zone d'expansion de crue qui pourra avoir un intérêt, c'est-à-dire que même si elle ne sera pas forcément reconnue en tant que zone humide réglementaire, en tout cas, on pourra retrouver un certain nombre de caractéristiques de plantes, par exemple, qui vont pouvoir se développer sur place par rapport à ça.
On a l'intérêt aussi, ça a déjà été abordé un petit peu précédemment, justement, de l'importance de la présence de la nature en ville. Donc ça, c'est un peu un fil rouge, hein, pour tout le projet par rapport à ça. Mais également la présence, donc, comme je vous le disais, d'espèces exotiques envahissantes. Donc là, il y a un petit spot qui n'est pas très visible, il n'est pas très gros celui-là. Vous aurez l'occasion d'en voir un plus important sur les tronçons à l'aval. Mais donc le besoin justement de gérer ça également pour éviter la dissémination, en particulier quand on est sur des bords de cours d'eau. En sachant que la renouille du Japon, par exemple, est une plante qui pose un vrai problème parce disons qu'elle étouffe un peu toute concurrence végétale et son système racinaire de rhizome, finalement, ne maintient pas du tout les berges. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de maintien de berges en luttant contre cette espèce à ces endroits-là. Si on va un petit peu plus vers l'aval maintenant, donc plutôt derrière ce qu'on appelait les berges du groupe scolaire, donc là, on se retrouve encore une fois directement là par rapport à la mixité des usages, hein, dont on a parlé. C'est-à-dire, on voit qu'on a un tracé qui est quand même particulièrement contraint aujourd'hui, mais par contre, on voit que d'un côté, on a du bâti, et de l'autre côté, on arrive directement sur la cour. C'est la zone finalement où les parents viennent attendre leurs enfants pour les récupérer. Donc voilà, on imagine pouvoir développer quelque chose, on espère pouvoir travailler sur les berges, etc., pour justement, dans l'idée comme ça d'alimentation vers la zone humide. Le problème, c'est qu'on n'est pas seul, on est sur un site urbain particulièrement contraint. Et donc là, il va falloir pareil, discuter, trouver des solutions, voir si on peut se permettre de faire quelque chose avec si peu comment dire, d'espace sur le côté, et surtout quelque chose au bout d'un moment, bien sûr, où les avantages qu'on va pouvoir poser contrebalancent également les coûts et les problématiques autres que ça peut poser. Donc on a encore, comme je disais tout à l'heure, également avec la proximité du bâti, ces enjeux sécuritaires qui sont quand même assez importants également. Si on avance encore un petit peu, alors là, on arrive dans une zone encore de plus en plus contrainte et également très rectiligne. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques des cours d'eau justement urbains, ce côté très très rectiligne qui nous pose un vrai problème parce que ça veut dire aussi accélération. Ça veut dire, comme vous le voyez, hein, sur la photo de gauche, également justement les murs béton comme ça qui tombent directement dans le cours d'eau. C'est cette anthropisation vraiment extrêmement forte, c'est contre ça qu'on peut essayer de lutter, mais ce n'est pas toujours évident parce que les contraintes sont fortes. Sur la photo de droite, vous pouvez voir justement, je parlais de renouille du Japon. Cette fois, on en voit un. Voilà, vous voyez un spot là de renouille du Japon, donc qui est sur une 15-20 mètres comme ça sur la berge en rive gauche, donc qui nous pose un vrai problème parce que ça étouffe toute la végétation qui pourrait se développer naturellement et qui serait beaucoup plus intéressante, même en termes de maintien des berges et puis en termes de biodiversité. Donc ça fait partie des zones qu'on gère déjà et qu'on va gérer encore plus avec notre projet. Également, ce que je rajoute là en dernier élément, c'est l'invisibilisation du rue. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Là, je parle du rue, mais de façon générale, hein, de la visibilisation des milieux humides, parfois en zone urbaine, avec des riverains ou des installations qui finalement se déconnectent du rue avec des constructions. On voit sur la photo de droite un mur. Donc voilà, derrière, depuis le stade, on ne sait pas qu'il y a un rue qui passe là. Donc ça, c'est une vraie problématique également, et ça fait partie justement de notre compétence de sensibiliser, d'apporter de la pédagogie également autour de ça, parce que c'est d'autant plus simple de garder la mémoire du risque, hein, si on parle de risque cette fois-ci, quand les gens savent que quelque chose existe en fait sur site. C'est également une façon de montrer qu'on a de la richesse en termes de biodiversité de notre territoire, même si on ne la voit pas. D'où l'intérêt de ce genre de projet pour essayer de réouvrir. Là, on arrive donc maintenant sur le dernier tronçon, vraiment au cœur finalement du projet en lui-même, comme initialement en tout cas pensé, avec toujours cette problématique de l'invisibilisation du rue derrière, que vous ne voyez pas sur ce… Je voulais faire apparaître un tout petit peu sur la photo à gauche, mais sinon, de façon générale, quand vous êtes dans le stade, vous ne le voyez pas. Donc l'idée du projet, c'est également justement de reconnecter cette partie-là aux rues et donc de pouvoir donner à voir finalement le milieu aquatique sur lequel on va venir retravailler. On a vu que donc toute la zone est très anthropisée, beaucoup d'artificialisation. L'idée donc vraiment de ce projet, c'est de s'inscrire donc à la fois sur cette zone qu'on veut développer en zone humide ou au moins en milieu humide. Si réglementairement, peut-être, je ne sais pas si on arrivera exactement à la délimitation, disons,
de ce qu'on retrouve dans l'arrêté. Mais sinon, en tout cas, vraiment de pouvoir renaturer ce site et tout ça dans un projet intégré, hein. C'est vraiment l'idée qu'on voulait faire passer également là, c'est l'idée de projet intégré, c'est-à-dire pas travailler uniquement sur une zone en particulier, mais de voir ça de façon un peu plus large et également travailler avec le maximum d'acteurs différents. Cette photo, pour conclure en tout cas la présentation des tronçons, c'est pour montrer qu'on ne peut pas effectivement mettre de côté les impacts du changement climatique dans nos réflexions. On a à la fois, finalement, comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous pouvez voir également l'anthropisation très forte, hein, du rue, mais on a des assecs en fait, qui sont de plus en plus longs dans l'année par rapport à ça. Et à l'inverse, des montées en eau qui peuvent être beaucoup plus violentes, plus importantes. Et donc, il y a ces deux aspects à prendre en compte justement dans le design de ce genre de projet pour intégrer justement les impacts du changement climatique. De façon générale, sur ce projet, nous sommes donc maîtrise d'ouvrage et on s'inscrit dans un marché public. On a lancé un marché public de maîtrise d'œuvre assez classique, hein, par rapport à ça, c'est-à-dire avec une première phase de conception, depuis les esquisses, hein, voilà, différents projets qui seront ensuite discutés et puis ensuite validés, jusqu'à l'avant-projet et puis le projet en lui-même, qui au fur et à mesure, voilà, on aura de plus en plus de détails, le consensus étant fait. Et ensuite, le dépôt des dossiers réglementaires jusqu'à la passation du marché de travaux et puis ensuite la phase de réalisation avec les travaux. Pour l'instant, donc on est en train de finaliser la phase d'esquisse, ce qui me permet de vous montrer justement quelques-unes des possibilités qu'on peut avoir. Et ce qui est important pour nous, et de façon générale quand on travaille sur ce genre de projet, c'est de proposer des scénarios à l'ambition croissante. Et c'est ces scénarios-là qui vont être discutés lors des comités de pilotage avec justement avec le maximum d'acteurs pertinents, je dirais, et concernés par la thématique pour pouvoir amender, valider justement ensuite les différents projets. Alors là, on peut voir en bas à gauche effectivement l'option où on ne ferait pas de reméandrage au niveau de justement de la zone humide qu'on veut développer, ou alors à l'inverse, quelque chose de plus intéressant, où là, on va pouvoir venir déconnecter le rue finalement de son carcan très, très urbain avec ces murs qui tombent directement en berge. On va pouvoir venir reméandrer, puisque comme vous l'avez vu, les méandres n'existent pas trop à l'heure actuelle, et venir justement un peu plus dans cette zone que l'on a récupérée. Ensuite, l'idée pour finir un petit peu tout ça, c'est de vous présenter quand même ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les organes décisionnels au service du projet. Donc, on a deux organes ici. On a un comité de pilotage, hein, comme tout projet, je dirais. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre… 5 minutes. Parfait, ça devrait aller. Merci. L'idée, c'était effectivement, dans ce comité de pilotage, de mettre autour de la table, comme je vous disais, le maximum d'acteurs concernés par ce type de projet. Également des acteurs avec lesquels on travaille très régulièrement, hein, que ce soit sur des projets zones humides ou de façon générale milieu humide, hein, que ce soit sur les cours d'eau, plans d'eau, etc. Les services municipaux et des élus de la ville d'Aubonne qui sont très, très… voilà, qui ont, dès qu'on a commencé à parler de ce projet, qui tout de suite ont voulu s'investir assez fort dedans. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un partenariat, quand on cherche à développer des projets comme ça, c'est un partenariat vraiment qu'il faut renforcer le plus possible. Et puis des partenaires institutionnels, financiers et techniques, hein, comme souvent dans ces projets. On a déjà parlé de l'agence de l'eau, l'USAGE, également la DDT, bien sûr. C'est toujours intéressant de pouvoir présenter en amont ce qu'on veut faire. Et puis, ça permet un petit peu de cadrer au niveau réglementaire ce qu'il faudra imaginer pour la suite. Et la concertation est vraiment au cœur de ce comité de pilotage. Et puis à côté, ce qui fait aussi la particularité du projet, c'est qu'on a voulu coller à ça donc un comité pédagogique. Comme vous l'avez vu, on est au cœur de la ville, et à côté de ça, on a un premier groupe scolaire, donc de maternelle et école primaire. Juste à côté, il y a un collège, un tout petit peu plus loin, il y a un lycée. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, on a une possibilité de développer un projet comme ça en plein cœur de ville. Il n'y a pas beaucoup de zones de ce genre-là à Aubonne. Allons-y, profitons du fait que le site soit en plein cœur justement de ce pôle, je dirais, éducatif, pour poser en même temps un comité pédagogique. On a eu la chance d'avoir justement un très bon contact avec les directeurs des trois établissements scolaires autour, et de pouvoir mettre justement dans ce comité pédagogique, également un professeur donc, qui nous suit depuis le démarrage de la partie pédagogique avec ses éco-délégués. Donc ça, c'est assez intéressant. Qui nous suit justement là-dessus. Et également les services municipaux, pareil, donc dédiés à l'éducation, et les élus également dédiés à l'éducation.
L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet pédagogique qui à la fois accompagne la conception du projet, les travaux, et ensuite le suivi, bien sûr, derrière, potentiellement même, voire la gestion. J'oublie en termes de concertation, ce que je rappelle à la fin, c'est que là, les particularités, c'est qu'on est sur des parcelles communales. Donc, effectivement, en termes de concertation, je dirais c'est plus simple. Malgré tout, on est en bordure de parcelles privées. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est d'aller pouvoir concerter également avec les riverains à partir du moment où on aurait des projets qui impacteraient leur lien aux rues. Et de façon générale, de toute façon, les prévenir de ce qu'on fait. Ça, c'est important en termes d'acceptabilité de nos projets. Sur cette partie-là, pour finir, justement, je voulais juste approfondir en 1 minute là, le volet pédagogique, vous montrer un petit peu ce vers quoi on a été. L'idée, c'était vraiment de tendre vers une approche de type pédagogie de projet, donc avec vraiment cette idée dans la pédagogie de projet, justement, de pouvoir associer les enfants et suivant différents axes d'apprentissage pour eux, qui soient force de proposition, mais également qui puissent potentiellement connecter différents types d'enseignements à ça. Donc, ça dépend aussi, bien sûr, des professeurs qui nous accompagnent. Mais pour l'instant, on a par exemple un professeur d'histoire géo qui nous accompagne. Et à terme, on commence déjà à imaginer des liens avec pourquoi pas des professeurs de physique-chimie pour faire du suivi qualité de l'eau. Voilà, on peut imaginer beaucoup de choses par rapport à ça. On a déjà pu faire une intervention en classe et l'idée, c'était de faire une présentation un petit peu, donner du vocabulaire qu'on puisse… Pierre, par exemple, a beaucoup parlé du fait de l'importance du vocabulaire en fait, pour pouvoir s'entendre. Et donc, l'idée, c'était de partager ce vocabulaire justement avec ces éco-délégués. Ensuite, de leur faire une petite présentation du principe de projet, d'aller explorer le site ensemble, de les faire découvrir le site, de leur faire mettre finalement des images par rapport aux mots qu'on a vus en salle. Et ensuite revenir dans un dernier temps, ce qu'on a pu faire avec eux, donc revenir en salle et discuter plus spécifiquement du projet et surtout de leur demander de nous proposer des choses. C'est-à-dire vraiment de ce projet pédagogique, de le co-construire. L'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire leur permettre une participation finalement au comité de pilotage par l'intermédiaire du comité pédagogique, de travailler un petit peu non pas sur les scénarios en soi, parce que là, on est sur des thématiques quand même assez fortes, voilà, mais en tout cas sur les options d'aménagement qu'on peut avoir, en particulier sur toute la partie pédagogique. Également des notions de démocratie participative, c'était important pour nous, peut-être justement de positionner différentes possibilités et qu'il y ait une partie de chacun d'entre eux qui défendent et ensuite une sorte de vote entre eux. Voilà pour cette partie assez longue et très rapidement maintenant, la dernière minute qui me reste, pour parler de protection des… Voilà, de parler de protection des zones humides. Là, je me suis vraiment focalisé sur, en particulier, le lien au niveau à l'échelon communal. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment le lien qu'on essaie de cultiver au maximum pour ces projets-là. Et donc, l'idée, c'était de faire passer un petit peu effectivement ces messages. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau communal pour protéger ces zones? Donc, il y a une intégration qui est possible de ces zones humides dans les documents d'urbanisme. Donc, ça, c'est important à savoir. Avec une volonté de préservation qui peut être intégrée dans le PADD directement et des protections assez précises dans le règlement, comme éléments de paysage. Donc, en général, on est dans ce cas-là, on est plutôt pour des zones humides qui sont peu étendues. Voire poser des zonages, ce qu'on appelle donc le NZH, pour les zones humides un peu plus étendues. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Et à partir du moment où finalement les communes sont ce qu'on essaye justement qu'elles soient présentes avec nous dans toute la partie inventaire zone humide, ça leur permet déjà d'imaginer plus tard qu'est-ce qu'elles pourront faire et comment elles pourront intégrer ça dans leur document d'urbanisme. Et pour finir, la partie, c'est un peu l'exemple finalement que je viens de développer ici, c'est-à-dire l'idée de pouvoir porter des projets en commun avec le porteur de la compétence GEMAPI, donc nous en l'occurrence sur notre territoire, en particulier quand on est sur du foncier privé de la commune. Voilà, c'est le cas ici. Donc il y a vraiment un partenariat intéressant à construire là-dessus et c'est quelque chose qu'on essaye de pousser au maximum. Merci pour ton intervention, Olivier. Nous allons maintenant continuer sur les leviers, le réseau et les ressources avec Monsieur Kaesteker. C'est à vous. Merci bien. Du coup,
Alors, c'est pas exhaustif hein, ce qui va vous être présenté, mais l'idée, c'était de vous donner un certain nombre de pistes, aussi bien sur là où on peut trouver des solutions et quelles solutions on peut mettre en place, entre autres pour préserver ou restaurer ou ne pas, on va dire, mettre en place des actions qui pourraient être une atteinte, on va dire, sur les zones humides. Et également voir les sources de financement et puis quels sont les acteurs qui peuvent vous accompagner. Alors, juste pour information, au niveau, nous, du centre de ressources milieux humides, on travaille pas mal avec aussi un outil qui vient d'être développé par l'ANCT, qui est la boussole de la transition écologique, qui vous donne un certain nombre de pistes, en fin de compte, en termes de réflexion, et ça marche en fonction d'un certain nombre de questions liées à tout ce qui est se déplacer, se loger, produire, se nourrir, préserver les milieux naturels ou tout ce qui est alimentation, consommation, on va dire énergétique diverses et variées. C'est un outil qui est sorti il y a très peu de temps, qui va continuer à s'alimenter, à être alimenté encore dans les années qui viennent, avec un certain nombre d'éléments qui pourront du coup vous donner des pistes d'action à destination pour préserver et restaurer les zones humides. Un deuxième outil qui donc a le vent en poupe en ce moment, surtout avec tout ce qui est responsabilité des entreprises, mais également des collectivités dans l'activité de décarbonation de la société française, c'est que le ministère a mis en place ce qu'on appelle le label bas carbone. Alors, on en parle beaucoup pour les entrées forestières, hein, mais il faut avoir en tête que les zones humides sont des véritables puits pour séquestrer le carbone. Et donc, à l'heure actuelle, il y a une méthode bas carbone sur les mangroves, donc, qui peuvent être utilisées en France, entre autres outre-mer pour nous, et une deuxième méthode qui devrait sortir avant la fin de l'année sur les tourbières, entre autres principalement tourbières acides, type tourbière du Jura ou tourbière des Monts d'Arrée ou du Massif central. Donc l'objectif derrière, c'est d'utiliser le marché du carbone, hein, qui existe à l'échelle européenne pour tout ce qui n'a pas pu être évité ou réduit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisse être compensé par des solutions fondées sur la nature. Une troisième idée de solution pour préserver les zones humides, c'est entre autres d'essayer d'utiliser des terreaux sans tourbe. Entre autres pour tout ce qui est activité de création d'espaces verts, ou tout ce qui est utilisation de substrats dans les pots divers et variés. Il est possible de trouver à l'heure actuelle sur le marché des terreaux sans tourbe. Alors, il faut avoir en tête qu'en France, les dernières exploitations de tourbières devraient s'arrêter en 2026-2027. Mais le fait est qu'à l'heure actuelle, on importe énormément de tourbes des autres pays, type Irlande ou nord de l'Europe. Donc voilà, et pareil, quand vous achetez des plants, certains pépiniéristes se sont mis à utiliser des terreaux sans tourbe. Et puis le dernier, et Olivier l'a répété, c'est la question de lutter contre les espèces exotiques envahissantes en utilisant, en préférence, en termes d'achat aussi, des espèces locales, type végétal local, ou qui est un label détenu par notre établissement, et en lien avec les conservatoires de botanique nationaux. Et l'idée aussi également de lutter contre ces espèces exotiques envahissantes. Il y a un certain nombre de solutions qui sont étudiées régulièrement, et il y a des retours d'expérience dans le cadre du centre de ressources espèces exotiques envahissantes animé par l'OFB et l'UICN France. Alors, pour reprendre un peu les éléments aussi présentés par Olivier, dans les documents de planification, il est possible de faire un certain nombre de choses.
entre autres dans le cadre des PLUI, des SCOT, des PAT, des PCAET ou également des CRTE. Il est tout à fait possible d'intégrer une dimension de préservation et de restauration des zones humides en déjà prenant en compte déjà les cartographies existantes et puis en mettant des projets en place comme précédemment montré. Un point important, ces sujets-là sont très présents dans les SDAGE et les SAGE et ces documents d'urbanisme doivent être compatibles avec, entre autres, ces deux documents. Mais si on va encore si on zoome un peu plus sur l'entrée parcelle, bien sûr, l'ambition, c'est surtout d'éviter d'avoir des impacts sur les zones humides. Hein, c'est la priorité dans la mise en place de la séquence éviter, réduire, compenser. Et là-dessus, il y a aussi des réflexions à avoir sur le placement des bâtiments ou des infrastructures que vous allez mettre en place sur certaines parcelles et surtout ne pas considérer l'espace de cette parcelle comme un espace uni. On va dire, c'est juste un substrat, on va dire, pour poser des bâtiments ou pour poser, on va dire, des infrastructures. Mais bien un espace où il y a déjà un certain nombre d'éléments présents sur place, dont des zones humides. Il peut y avoir des arbres et autres. Mais l'idée qui est derrière, c'est aussi de voir comment valoriser ces espaces de zones humides comme des espaces communs au cœur, on va dire, du bâti. Donc là, je vous ai mis la méthode nationale d'évaluation des fonctions, puisque c'est sur la base de cet outil-là qu'un certain nombre de diagnostics sont mis en place pour évaluer et mettre en place la séquence éviter, réduire, compenser, quand on a des dossiers des projets qui impactent, entre autres, et détruisent des zones humides. Alors, en termes de sources de financement, en termes de connaissances, puisque on ne protège que ce que l'on connaît, donc on a ce qu'on appelle donc dans les financements associés à mon établissement, ce qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale, qui sont des démarches qui permettent de mieux connaître au niveau communal ou intercommunal le patrimoine naturel que vous avez sur votre territoire. Le deuxième élément qui rejoint un peu la démarche présentée par Olivier précédemment, c'est tout ce qui est aire éducative, c'est-à-dire que derrière, l'idée c'est de donner à des élèves et collégiens, écoles ou lycées un petit territoire naturel où ils seront les seuls à prendre pendant 1 an les décisions liées, on va dire, à la gestion et la restauration de ce milieu-là. Donc, pour vous donner une petite idée, l'Atlas de la biodiversité communale, il y a 15 millions d'euros à l'heure actuelle dans l'appel à projet. Voilà. Au niveau des collectivités, vous pouvez aussi engager souvent c'est suite à un atlas de la biodiversité communale, vos collectivités dans ce qu'on appelle le label territoire engagé pour la nature, qui est géré par les agences régionales de la biodiversité et qui vise à faire émerger, reconnaître et valoriser les plans d'action en faveur de la biodiversité portés par les collectivités. Et puis, donc, pareil, dans la même série au niveau des engagés pour la nature, vous avez les entreprises engagées par la nature qui, pour l'instant, sont gérées au niveau national par l'OFB, mais de plus en plus vont être en lien avec les ARB. Et c'est un peu la même démarche que territoire engagé pour la nature. L'idée qui est derrière, c'est de faire émerger, de faire reconnaître et valoriser les plans d'action en faveur de la biodiversité des entreprises au-delà de leurs obligations réglementaires, entre autres qui ont évolué récemment en début 2024 sous l'impulsion de l'Europe. Alors, il y a d'autres sources de financement possibles. Hein. Dans le cadre des petites villes de demain aussi, il peut y avoir un certain nombre de financements associés, de la construction d'écoquartiers avec la démarche écoquartier du ministère. Vous pouvez aussi mettre en place un certain nombre d'actions sur les zones humides dans le cadre de territoires d'industrie en transition écologique aussi. Donc, qui associe aussi bien une intercommunalité ou des intercommunalités avec des entreprises, voilà, et dans une démarche d'innovation et de réindustrialisation
de la France. Et puis, je vous ai mis ici le replay vers la synthèse des différentes sources de financement, parce que là, je vous en ai cité que quelques-unes, mais il y a aussi les plus classiques, type agence de l'eau, qui peuvent vous apporter des financements, le conseil départemental, comme ça vous a été présenté, et puis il peut y avoir aussi des financements issus de l'Europe, souvent gérés par les régions, entre autres les fonds FEDER, FSE, donc tout ce qu'on appelle les fonds FESI. Voilà, et vous pouvez tout retrouver donc dans cette synthèse. Dernier point, juste pour vous dire que au niveau national, il y a une organisation, on va être compte, et une animation des différentes structures, on va dire, qui accompagnent les acteurs dans les territoires sur le sujet des milieux humides, autour du centre de ressources des milieux humides qu'on coordonne. Et donc, autour, vous retrouvez les différents pôles relais zones humides qui ont tous des entrées thématiques. Donc, un sur les mares et les vallées alluviales, un sur les tourbières, un sur les zones humides tropicales, un sur la Méditerranée, un sur les marais atlantiques, Manche et mer du Nord. Ces structures-là sont vraiment des structures là qui sont le visage du centre de ressources, dans le sens ils sont là pour vous accompagner si vous avez des questions sur le sujet des zones humides, ou trouver des partenaires ou des financements. Et puis, de manière un peu plus élargie, on a aussi d'autres structures, on va dire, plus institutionnelles autour, type les régions et les ARB, type le ministère et CEDREAL, les agences de l'eau et les offices de l'eau, avec lesquels on échange régulièrement et qui, dans les territoires, vont un soutien financier pour un certain nombre de structures qui font de l'accompagnement dans les territoires. Il faut avoir en tête que on est en lien aussi bien avec les structures de bassin, de région, à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale, qui assurent de l'accompagnement auprès des acteurs des territoires. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous oriente vers les différentes personnes et les différentes ressources nécessaires. Les missions qu'on a, bien sûr, animer un réseau d'acteurs, faire de l'accompagnement technique des acteurs, et puis produire et mettre à disposition de la ressource, entre autres de la documentation sur le sujet des zones humides, aussi bien des retours d'expérience. On fait des webconférences. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes. On fait aussi pas mal de formations sur la gestion intégrée des milieux humides dans les projets de territoire, sur la méthode nationale d'évaluation des fonctions, sur l'application de la réglementation, sur les suivis des zones humides également. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu le panel voilà, on coordonne une offre de formation à l'échelle nationale là-dessus. Et puis on fait aussi un certain nombre de bulletins bibliographiques sur un certain nombre de thématiques, type l'accessibilité des milieux humides, donc comment on favorise l'accessibilité des personnes malvoyantes, par exemple, ou c'est un des points particuliers. L'installation, comme vous a été présenté par Joël, de sentiers en zone humide, ça fait partie des choses où on peut vous donner de la documentation sur ces choses-là, sur tout ce qui est fréquentation touristique ou activité de loisirs, tout ce qui est ERC, tout ce qui est, par exemple, document de sensibilisation des élus. Je vous ai mis ici les 3 contacts que vous pouvez contacter sans difficulté, qui sont plutôt thématisés sur les acteurs du monde de l'urbanisme. Donc, ici, vous avez Naomi, Lorenzo et Angela qui pourront répondre à vos questions ou vous orienter vers les bonnes personnes. Voilà, rapidement, merci beaucoup pour votre attention, et puis n'hésitez pas à consulter le centre de ressources sur les milieux humides, et on est là pour répondre aux questions. On sait pas tout, il y a des fois on sait pas, mais on essaiera de vous trouver au moins de l'info et de vous orienter vers les bonnes personnes. Merci Pierre pour cette dernière intervention. Je tiens à remercier tous les intervenants. Alors restez bien avec nous parce qu'on a quelques petites questions qui pourront venir compléter ce webinaire. On sait que c'est des questions qui sont fréquemment posées, donc restez bien avec nous. D'ailleurs, j'en profite Pierre pour te poser une question. Voilà, on a une question à propos des moustiques. Voilà, je reprends la question. Rencontrez-vous des objections ou oppositions dans ce type de projet de renaturation,
sur la présence de nouvelles nuisances en ville, type peur de la présence des moustiques ou autres. Peut-être que sur la question des moustiques, on peut faire une réponse. Oui, alors sur le sujet des moustiques, la question est assez simple. Faut avoir en tête que les zones humides ont de la présence de moustiques, on va dire, que du moment où elles sont où la gestion de l'eau est mal gérée en fait. Donc c'est même pas une question de zone humide, c'est une question de gestion de l'eau au sens large sur le territoire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cours d'eau du moment où ils sont bloqués par exemple par des ouvrages. Du moment où on a de l'eau lentique, on va dire, ou des faibles niveaux d'eau qui permettent de faire monter la température de l'eau très rapidement, bah, automatiquement, on a des secteurs qui vont favoriser le développement de moustiques. Donc la question de la circulation de l'eau est très importante sur ce type de milieu. Alors bien sûr, on ne va pas aussi vite qu'un cours d'eau normalement constitué hein, sur les zones humides, mais la question qu'il y ait de l'eau qui circule même lentement sur ces secteurs-là est tout à fait possible et ne sont pas obligatoirement propices à la présence de moustiques si l'eau circule et est oxygénée en fin de compte. Il faut des milieux qui vont vraiment se refermer et ou qui vont être très mal gérés, on va dire, au niveau hydraulique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des moustiques aussi parce que souvent, vous avez un déséquilibre du coup du milieu, du fait que bah, il n'y a pas les prédateurs pour manger les moustiques qui sont présents. Donc, du genre création de mares sur certains secteurs. La création de mares, ça peut être un problème si dedans, vous y mettez des poissons rouges. Parce que les poissons rouges, ils vont bouffer, ils vont manger les grenouilles et les tritons, et pourtant c'est les grenouilles et les tritons qui vont être eux les régulateurs du moustique, c'est pas le poisson. Donc bilan des courses, automatiquement on aura un nid à moustiques. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que pareil sur ces secteurs-là, la question de la peur, il est surtout lié aux moustiques tigres plus qu'aux autres moustiques. Alors bien sûr les autres moustiques c'est une nuisance, hein. Il y a des solutions alternatives hein, qui existent. Il y a des machines qui viennent d'être créées, qui sont vendues dans le commerce et qui ont été utilisées sur des secteurs où il y avait pas mal de moustiques présents dans le sud de la France qui marchent très très bien pour diminuer entre autres ces nuisances-là. Mais pour que la question du moustique tigre, le moustique tigre, il est vraiment, c'est un périurbain. Ce qui veut dire qu'en général, c'est lui qu'on va trouver dans les secteurs périurbains, contrairement au moustique classique qui, lui, va être plutôt un moustique des champs, comme on dit, derrière. Ce qui veut dire que la présence de moustiques, c'est souvent du moustique tigre, c'est pas issu des zones humides, parce que dans les zones humides, en général, bah, il est en concurrence avec le moustique classique, mais on va le retrouver principalement dans des écuelles d'eau, là où on va avoir des flaques d'eau ou des coupelles d'eau pour les plantes ou pour les animaux ou autres, et dans des vieux pneus, des choses comme ça. Et c'est ces espaces-là qu'il faut combattre, en fin de compte, pour, si vous voulez, limiter la présence de ce type de moustiques. Alors, avec plus de précision, voilà, la personne nous précise sa question. Voilà, sa question portait sur les projets présentés, si des remarques avaient été faites et si l'équipe avait fait preuve de pédagogie. Je pense que dans les projets, effectivement, déjà, s'il y a un intervenant qui a envie de répondre à cette question, je pense qu'on a toujours un peu des remarques hein, sur les moustiques et sur des problématiques telles que celle-ci. Et effectivement, la pédagogie, dans le cadre de la création d'un projet, que ce soit un projet en gestion différenciée hors zone humide ou à partir du moment où on recrée tout un environnement pour la biodiversité, ça doit forcément s'accompagner avec par de la pédagogie derrière et par la mise en place, par exemple, de panneaux signalétiques pour expliquer au public, voilà, ce qu'il en est et quels sont les objets de la transformation de ces paysages. Voilà, si ça peut répondre un peu à la question. Ensuite, on avait une question par rapport également à la renouée du Japon et aux techniques qui peuvent être utilisées pour empêcher et limiter le développement de la renouée. Gabriel, si tu veux répondre, je crois que tu avais même un petit exemple dans ta présentation, si tu nous entends.
Oui, oui, je vous entends. Il n'y a pas de recette miracle. C'est clair. Je sais que nous, ce qu'on fait, c'est de la renaturation. C'est empêcher le fait ne pas lui laisser d'espace pour repousser. Donc là, on a une expérimentation sur un marais en ce moment où on plante, où il y a déjà du suroyèble qui est présent et où on le replante sur les stations de renouée pour que ça fasse une concurrence. Le suroyèble va pousser vite et va faire un couvert au-dessus. Parce que la renouée, elle aime bien quand même la lumière. Et sinon, l'exemple que j'avais montré, c'est des bâches avec des plantations d'arbres et arbustes avec une croissance assez rapide et spécialistes des zones humides comme le sol et l'aulne. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même passer de temps en temps parce que dans les trous où il y a les plantations, il y a des petites pousses qui ressortent. Mais voilà, là pour l'instant, ça fait 3 ans que c'est en place et ça tient pas trop mal. Si je peux compléter peut-être Ouais. par rapport à ça. Sur notre type de gestion ici, nous, c'est vrai qu'on passe de façon générale sur de la fauche d'épuisement. Donc, soit manuel, soit par éco-pâturage, en fait. C'est-à-dire que en gros, d'avril-mai, ça dépend de l'année, jusqu'à octobre-novembre, tous les mois, on essaie de passer pour couper. C'est-à-dire que la plante va s'épuiser finalement à redévelopper ses parties aériennes. On a parlé de là, effectivement, hein, Gabriel parlait de concurrence végétale, c'est effectivement important. Ce qu'on a pu voir, nous, pour l'instant, mais c'est assez empirique, mais c'est vrai que les ronciers, les orties ont l'air d'être assez efficaces dans cette concurrence. Et ça, je dirais, c'est de façon un peu globale. Après, spécifiquement sur un projet comme celui-ci, là où on a des spots, ça va passer de toute façon par quelque chose d'un peu plus lourd. C'est-à-dire que ça va passer par du décaissement, ça va passer par du broyage des rhizomes, et donc avec toutes les protections nécessaires autour de ça, parce qu'on a le cours d'eau qui est juste à côté, comme j'ai pu le montrer. On sait qu'un centimètre, de rhizome et la plante repart, et elle repart fort potentiellement. Donc l'idée, c'est d'éviter au maximum la contamination au moment où on va retirer les terres, même si elles ont été concassées, broyées, etc., que les rhizomes l'ont été à l'intérieur. Et puis inscrire ça dans un circuit de recyclage qui prend en compte ce genre de choses. Donc voilà un petit peu au niveau du syndicat les deux volets finalement, la partie je dirais courante et puis la partie vraiment plus liée à un projet spécifique. Merci. Pierre, on a une question directement pour toi. Est-il réglementairement possible de prévoir une gestion des eaux pluviales dans le périmètre d'une zone humide ou est-ce incompatible à la protection attachée aux zones humides? Alors, réglementairement, ça dépend de quoi de l'élément dans quelle situation on est. Je m'explique. Au niveau des dossiers loi sur l'eau, quand vous avez par exemple la création d'un bassin d'eau pluviale dans une zone humide, c'est-à-dire avec destruction de zone humide et donc installation de ce bassin, tout ça, c'est soumis à autorisation et déclaration auprès de l'État français, donc auprès des DT, des TTM. Donc ça, c'est soumis à autorisation et c'est l'État qui donne les autorisations ou qui accuse réception. Sur ces sujets-là, du coup, on est bien sur une phase de destruction de zone humide et donc sera soumis à mesures de correction et mesures de réduction et mesures de compensation derrière. Et pour trouver entre autres une zone humide à restaurer pour la compensation. À côté de ça, quand par exemple vous prévoyez que vous avez des eaux qui vont, on va dire, se déverser dans un bassin déjà existant qui est en amont de la zone humide et qu'après la zone humide reçoit les eaux, ça, il y a rien qui l'interdit, même c'est plutôt une démarche qui permet de préserver les zones humides en question. Vous allez, on va dire, renforcer la capacité, on va dire, vous allez forcer sur une des fonctions de la zone humide qui est la capacité ou de rétention des eaux ou on va dire, les fonctions biogéochimiques pour entre autres
épurer un certain nombre d'éléments, de substances qui pourraient être dans les eaux, qui vont être renforcés. Mais il n'y a rien qui empêche de déverser par la suite à l'installation de ces bassins de rétention des eaux, le fait de rejeter les eaux dans la zone humide, elle jouera son rôle de tampon, même vis-à-vis du cours d'eau ou du réseau hydrographique qui suivra. Je ne sais pas si j'ai été clair là-dessus, mais voilà. Et ça, c'est en fait compte, ça c'est pas le fait de rejeter de l'eau dans une zone humide, c'est pas considéré comme réglementaire. C'est pas soumis à la réglementation. On va prendre une dernière question de la part, j'imagine, d'une association qui nous demande s'il existe des financements pour les associations. Alors, vous êtes association de quoi? C'est-à-dire, la question, c'est vous faites de l'éducation à l'environnement, vous faites de la gestion d'espaces naturels, vous êtes une association d'alerte. Voilà, la question, c'est déjà de savoir de quel type d'association vous parlez. Dans les 3 cas, de toute manière, oui, il y existe des financements. Dans le cadre que ce soit les aires éducatives ou un certain nombre associations de gestion, d'accord. Vous êtes normalement, ces financements, vous avez des financements possibles auprès des agences de l'eau. Vous avez également la possibilité de mobiliser le fonds FEDER des régions, donc les fonds européens, hein, FEDER, qui vous pouvez être éligible à. Donc ça, c'est en fonction de chaque région, hein, et ils vous orienteront là-dessus. Donc ça, vous pouvez aussi en avoir. Vous pouvez aussi être donc financé par le conseil départemental, hein, dans le cadre d'appui financier pour certains territoires. Alors là, je laisserai Gabriel répondre sur le positionnement du conseil départemental. Et puis, vous avez aussi des financements possibles donc dans le cadre d'appels à projets faits par l'OFB, par exemple, sur, comme je vous ai présenté, ABC. Donc, c'est une collaboration souvent avec une association et une collectivité ou des choses comme ça. Ouais. Donc, souvent, vous êtes en binôme. C'est des binômes. Pareil pour l'éducation à l'environnement. Sur les aires éducatives, c'est pareil. Et TEN, très souvent, vous avez aussi des binômes. Voilà. Très bien, je vous remercie du coup je remercie tous les participants, voilà, qui sont restés au webinaire jusqu'à la fin, ainsi que nos intervenants d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir retrouver dans la conversation de la réunion un petit lien vers notre prochain événement autour de l'eau. Voilà, qui va être lundi prochain, c'est dès lundi, donc c'est un événement gratuit auquel tout le monde peut s'inscrire, qui est la visite du bassin de la Cressonnière, donc avec le CE 95 et le SIAR, qui est un circuit de dépollution des eaux en amont du lac d'Anguin. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site du CAUE et on se reverra peut-être donc bientôt. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura plu et je vous dis peut-être à bientôt pour les futures actions du CAUE 95. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.